Alors je vais vous présenter mes amis, d'accord? Mais je voudrais dire à mes amis qui sont mes invités. Alors ici vous avez Stéphane. Stéphane Askel a écrit un livre assez incroyable qui s'appelle Respire. Ça peut vous étonner. Comment le yoga m'a sauvé et peut tous nous aider. Alors ça ressemble à une promesse de charlatan, sauf qu'il a une légitimité parce que dans son histoire personnelle, ce garçon qui est un playboy, mais quand on dit playboy, c'était un peu le cliché. Hein. Il aimait faire la fête. Bon, faire la fête, c'est souvent un euphémisme pour parler d'alcoolisme et d'autodestruction. Et au moment où il va s'en sortir, il va avoir quelque chose de très particulier. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. 3 mois après, après 3 mois de sobriété, le syndrome de la queue de cheval. Vous avez entendu parler? Non, jamais. Et qui est? Non, Rappelez ce que c'est. C'est quoi? En fait, comme ça, je vais résumer. Le long de la colonne vertébrale, vous avez vos nerfs et vos muscles qui filent et qui tombent dans les fesses comme une queue de cheval. Et le disque sort comme de l'hernie discale et compresse tout. Donc on est coupé en deux. Voilà, paralysie. Paralysie. Et donc, comme il le dit lui-même, à 40 ans, c'est important parce que j'ai envie que vous ayez de la légitimité aux yeux de mes camarades pour pouvoir dire le yoga a changé ma vie. Ouais, bien sûr. Et que donc, voilà, paralysie, et les médecins pensent qu'il ne remarchera pas. Et la découverte du yoga, qui n'est pas magique, va faire en sorte qu'il puisse marcher aujourd'hui, et il a envie de le partager. Donc voilà, un documentaire extraordinaire. Breath, j'arrive pas à le dire, Bravo. Respire en anglais. Yoga, Où il a rencontré. un souffle de liberté. Et donc voilà, et donc il a parlé de ce parcours, et ces femmes-là, ce sont ses amies, c'est Juliette et Victoria. Elles étaient là dans les mauvais moments et dans les bons moments, dans la reconstruction. Et donc voilà, elles ont vu l'homme qui est ici avec nous, et elles sont pas étonnées qu'il soit lumineux aujourd'hui, qu'il soit intense. En tout cas. Et puis il nous a présenté quelqu'un, j'avais peur qu'il faille l'appeler maître, donc j'ai dit moi j'aime pas appeler les gens maîtres. Donc c'est son prof de yoga, André, qui est là. Merci d'être avec nous. Moi je vais vous présenter mes camarades. Alors Brigitte, on se connaît, on travaille ensemble au quotidien depuis 16 ans et demi. 16 ans et demi. Parce que quand je dis 15 ans, elle dit non, 16 ans et demi. Et à chaque fois que vous m'avez vu interviewer quelqu'un à la télévision, souvent, cette personne, qu'elle soit célèbre ou anonyme, était passée entre ses mains. D'accord. Et alors à chaque fois, elle me disait, oh, je vais te présenter à quelqu'un, tu vas l'adorer. Je me disais, mais elle est dans ma tête ou bien comment Et ça, elle se trompait rarement. Voilà, donc j'étais content que vous la rencontriez. Et donc, on va parler de quoi, Brigitte, aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y a un grave problème qui touche les riziculteurs camarguais. Les riziculteurs, ceux qui produisent le riz. Ceux qui produisent le riz. Oh, ça y est. Vous comprenez pourquoi elle est là ou pas? Elle a dit Brigitte, il faut entendre. J'adore. C'est une catastrophe. Je suis une catastrophe ambulante. Je suis désolée. Justement, c'est ça. Si. Voilà. Brigitte, un message. Brigitte, un message. Mais oui, Non, mais c'est vrai que si vous... oui, mais je suis trop nerveuse alors. Mais alors dites, attendez, alors là, le prof de yoga, dites un truc pour Brigitte. Donc on respire, on se pose, tranquillement. Non, on n'aurait pas, on On va respire. avoir un fou rire en direct. C'est super. Je sais pas respirer. En plus, c'est vrai. Il faut que j'apprenne à respirer. Mon kiné m'a dit, il faut que vous appreniez à respirer. Eh ben, il y a André qui est là. Voilà, André, là. On inspire par le nez, on souffle par le nez. Tranquillement, encore une fois. Encore une fois. Oui, il me regarde avec des yeux. Elle est géniale. Bon alors donc, vous avez dit un problème grave en Camargue. Les Voilà. producteurs de riz sont touchés par un problème. Quel problème? Alors, le problème, ce sont les mauvaises herbes qui envahissent les rizières et qui étouffent, du coup, les plants de riz. Alors, ça peut faire chuter la production de riz de 80%. C'est très grave. C'est hyper grave. Et Il y a heureusement... une solution ou pas? Bah oui, alors normalement il y a les pesticides, mais c'est pas pas une l'idéal. solution. Hein. Donc il y a quelqu'un qui a trouvé la solution, et une solution 100% bio. Ça donne envie ou pas? Point. Ouais. Vous voulez savoir? Ouais. Hein? Vous la connaissez la solution? On verra tout à l'heure. Attends, Suspense. Malheur. Suspense. Alors Marc, on s'est rencontrés il y a 3 ans dans une conférence de Pierre Rabhi. Marc était dans une multinationale. Et donc j'aime bien quand il dit je faisais croire aux Américains que l'eau était un produit de luxe. À vous de trouver la marque. Il a fait un changement de vie et il est parti autour du monde avec un ami d'enfance, ça va vous parler. Et donc il a produit un documentaire et il a réalisé un documentaire extraordinaire que vous pouvez trouver. Allez sur le site, ça s'appelle Enquête de sens. Super. Vous le connaissez? Bravo, hein, bravo. Ouais. pour Vous le connaissez? Oui, j'ai joué. Bravo, vous avez fait un super boulot. Bravo. C'est vrai, vous l'avez vu, ouais. Voilà. Bon, c'est extraordinaire, c'est-à-dire que si vous le regardez, ça va changer votre vie. Enquête de sens. Et donc je suis heureux qu'il soit là. Et donc il nous parle de gens qui osent. Et c'est inspirant. Et donc on va parler de qui aujourd'hui? On va parler d'un ancien directeur des ressources humaines d'une grande multinationale qui avait 17 000 salariés, qui a décidé de tout quitter pour devenir, entre autres, femme de chambre. Et il est heureux. Et ça lui plaît beaucoup.
Donc, grand patron DRH de multinationales qui devient femme de chambre. Si vous n'êtes pas intrigué avec ça, On est ouais. gravement. bon, super. Voilà. Ok. Et Anaïs, j'aime ses yeux, mais j'aime son regard. Elle est documentariste, celle qui filme, celle qui porte la caméra. Et j'aime le regard qu'elle porte sur notre société, sur le monde. Elle va souvent voir des gens qui font du bien à la société, qui font du bien à ceux qui souffrent. Et à chaque fois, on a la chair de poule, c'est poignant. Et c'est Anaïs. Anaïs, maintenant que tu mets la pression, allez, c'est parti, de quoi on parle aujourd'hui? Alors moi, je me suis intéressée aux femmes en marge de la société, aux femmes qui sont exclues de l'emploi et souvent en rupture sociale. Et j'ai été très touchée par l'initiative d'une association qui aide ces femmes à se réinsérer et à se reconstruire grâce aux fleurs. On regarde. Réaction. T'es en train de te moquer de notre réaction? Non. Tu fais tout pour qu'on ait des frissons? C'est ouf, c'est parti. À Fleur de Cocaille, ça fait 3 mois j'y suis. On cultive des fleurs bio. C'est une association de réinsertion professionnelle. Franchement, ils ont une sente vraiment particulière. Ouais, ouais. Tu vois, ils sentent... et puis ils sont belles. Moi, j'adore cette couleur-là, le rouge. Ouais. J'ai aucun diplôme. Et justement, quand on n'a pas de diplôme, eh ben, c'est très dur à trouver du travail. Et franchement, j'ai attendu au moins 3 ans avant de trouver ici, quoi. Hein. J'ai galéré pour trouver du boulot. C'est vachement dur. Moi, je sais que mon moral, des fois, il était à 0, quoi. Bon, ça fait bien 30, ça. Hein. Bah oui. De toute manière, pour mettre dans les petits bouquets, c'est ça qu'il faut. Hein. Mon assistante sociale, au fait, elle a cherché pour moi un travail. Et aujourd'hui, ben, elle m'a trouvé ce boulot-là. Et franchement, c'est bien. Ça me plaît, en plus, c'est dans les fleurs, tout ça, et travailler la terre, pour moi, c'est un plaisir. Tu tasses un peu la terre, un peu dessus, comme ça, quand on va arroser, l'eau va rester un peu, il va s'infiltrer. D'accord. Moins vite. D'accord. Ce qui me plaît, c'est récolter les roses, parce que ça sent bon, et puis c'est agréable à voir, c'est une plante qui est très agréable. Ben, elle était récoltée ici. Hein. Ouais, exactement. Donc, Donc à partir de là, tu comptes. 1, Ouais, 2 et 3, voilà. ici. Ouais, c'est bon pour moi. Ouais. Anthony me donne des conseils, au fait. Il y a une façon de faire les gestes. On ne peut pas prendre une fleur et aller vite. C'est pas possible, sinon elle se casse en 2. Donc, franchement, il faut être douce avec une fleur. Voilà. Ben, j'ai appris à tailler les rosiers, déjà, et à faire les bouquets. Parce que ça, je ne savais pas le faire. Voilà, donc tu prépares toutes tes tiges. Oui. Et après, tu fais ton micro. Oui, d'accord. Ça fait très longtemps, oui, que j'étais pas fière de moi. Toutes ces choses-là, ben, franchement, après, on se dit que au moins on sert à quelque chose. Et tiens-le un petit peu plus bas, par contre. Oui, Tu ça, vois, là, c'est ça. Tu lui sors le cou, là. Là, ça commence à être long, hein. Ça va tout me foutre en l'air. Non, t'inquiète pas. C'est rien de dramatique. Oui, mais enfin, d'habitude, j'y arrivais bien. Pourquoi pas là? C'est très bien. Ça t'a compris le système. C'est bon, ça devrait aller. Là, t'attaches. T'es debout. Tu seras sûr que ça tient bien. De toute manière, oui, c'est un vrai travail. C'est pas simplement que de l'assertion, hein, ce que c'est pour apprendre pour plus tard un métier. Faire une formation, sortir d'ici justement avec un point de vue. Pas repartir comme ça, quoi. Sinon, comment vous vous sentez? Je me dis, Sonia, il faut que tu avances et tu vas réussir à faire quelque chose de ta vie, quoi. On va vous aider, bien sûr, ici, hein, avec les encadrants, le directeur et moi-même. Et puis, on est là tous autour de vous pour vous aider dans ce sens-là, pour vous donner l'élan pour prendre un nouveau départ. Ah oui, oui. C'est ça. Je pense que celle-ci peut partir là. Là, on va remettre du calage. Tu la mettrais où, toi? Moi, ici. Ça.
Aujourd'hui, je me dis que puisque je suis arrivée à arriver là, je peux arriver plus haut. Je peux arriver encore plus haut. Pourquoi vous avez envie d'applaudir spontanément? Parce que c'est toujours pareil, c'est un message d'espoir. Il y a aussi un programme qui est similaire aux États-Unis avec des prisonniers dans les prisons, où on les apprend à travailler la terre, à travailler les plantes, et à avoir ce langage. Qu'est-ce qui vous a touché? C'est tout dans la douceur, dans la sensibilité, dans l'humain. C'est ce que j'avais cherché dans le documentaire que j'ai fait. On est dans l'humain. On voit des gens qui sont heureux, qui tout d'un coup ont un projet, tout d'un coup une lumière, voilà, tout d'un coup il n'y a plus ce mur d'incertitude. On sent qu'ils ont l'enthousiasme et l'entrain pour se projeter. Victoria. Moi, ce que j'ai aimé, c'est l'image de la fin. Elle est aussi belle que la fleur. Et ça, c'est super. Vous voulez me faire pleurer ou quoi? Cette image, elle résume vraiment. Brigitte. Je suis hyper émue parce que cette femme est touchante. Elle a une façon de s'exprimer. On la sent. Elle est cash, quoi. Oui, puis je sais pas le dire. Je sais pas. Elle m'a touchée. Je ne sais pas trop parler. Forcément, c'est touchant de revoir des personnes qui retrouvent une dignité par le travail manuel aussi et par le lien avec la nature et de se rendre compte qu'elle est fière de ce qu'elle fait, qu'elle veut faire encore plus, donc elle reprend confiance en elle. Et dès qu'on voit des histoires comme ça, je pense que forcément ça nous touche. C'est ça. Alors Anaïs, tu as choisi ce sujet, c'est toi qui as fait les images, tu as eu l'idée de ce plan de fin juste magnifique. Il faut faire une capture d'écran et lui envoyer à cette dame, c'est Sonia, c'est ça? Et donc je veux savoir, voilà, ce qui t'a touché déjà quand tu as voulu y aller, est-ce que tu as découvert finalement sur place, est-ce que tu as ressenti? Disons que c'est vrai que c'est un cadre qui est très apaisant, le travail dans les serres, tailler les roses, les couper, après faire ses bouquets, ce sont des gestes, des activités qui sont très apaisantes. Et je pense que ces femmes, être dans ce cadre, ça les apaise, et effectivement, elles gagnent en confiance. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est vraiment de faire de la réinsertion par un travail qui est noble et valorisant. Parce que souvent, ces gens, comme me l'a confié le directeur, ce sont des gens dont personne ne veut plus. Voilà, parce qu'ils sont plus capables de travailler, ils ont des fois des problèmes d'addiction, des handicaps, voilà. Et donc ça leur redonne une certaine fierté. Par contre, ce que je veux dire, c'est que cette démarche, elle n'est pas miraculeuse. C'est pas parce qu'on touche une fleur qu'on est guéri, parce que ce sont des gens vraiment qui sont littéralement brisés. Mais cette association, elle offre cette marche qui permet à ces femmes de reprendre de l'élan. Et c'est pour ça que leur travail, il est essentiel et il est très, très inspirant. On a encore envie d'applaudir. Hein. Et donc, on a un invité, c'est le directeur de l'association, qui s'appelle François Bataillard. Et donc, Bonjour monsieur, vous êtes le bienvenu. Bonjour François, voici tous mes invités. Bonjour. Donc Agnès que vous connaissez, Brigitte, Marc, Victoria, ainsi que Juliette, André et Stéphane. Et on vient d'être bouleversés par le sujet d'Anaïs. Dites-moi, vous qui êtes directeur de ça, pourquoi vous vous levez le matin et en quoi ça a du sens pour vous de faire ce que vous faites? Alors pourquoi je me lève le matin? Parce que sinon je m'ennuie si je reste au lit. Mais pourquoi ça a du sens ce que je fais? C'est parce que je préfère faire des petites choses discrètement dont je peux mesurer l'efficacité plutôt que de me perdre en conjecture, à philosopher sur des idées qui m'échappent. Ce qui a le plus d'importance, effectivement, c'est cette relation avec la nature et surtout avec les lois qui y président. Les lois qui président la nature. Voilà, qui sont des lois cosmiques, qu'on n'a pas inventées, qui ne sont pas issues de la pensée humaine, mais d'autres choses, et qui donc ont deux vertus. La première, c'est qu'elles sont indiscutables, indubitables, parce qu'elles sont saines et justes. C'est-à-dire qu'il faut arroser, prendre soin. Voilà. C'est ça que vous voulez dire. C'est-à-dire que, en fait, il faut tout remettre dans son contexte. Nous, notre job, c'est de permettre à des personnes qui en sont éloignées d'atteindre un certain niveau d'employabilité au regard des critères qui nous échappent et auxquels on est obligé d'en tenir compte, quoi. Et donc, le fait même de se retrouver dans un contexte contraignant, qui est celui du travail, parce qu'il y a des consignes, parce qu'il y a ci, il y a là, pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi, si ces consignes émanent uniquement
d'un être humain, elles peuvent penser que c'est juste pour les embêter. C'est une autorité. Voilà, c'est une autorité, et autorité, ça vient d'autore en latin, qui autorise. Et ça, c'est très important. Donc il y a une histoire de soumission. Une histoire d'acceptation de ce qu'il convient de faire pour conduire à la réussite. Et conduire Alors que là, c'est la nature. Voilà. Ça ne se discute pas. Et donc la nature fait qu'il faut arroser le matin très tôt. Voilà. C'est quoi? Donnez des exemples. C'est que, en fait, on doit prendre un soin constant du végétal parce que c'est vivant. Si on s'en occupe mal, le végétal meurt. Ou alors il est atteint de stigmates tels qu'il est défiguré. Donc rien que ça, c'est important. Prendre soin. Parce que souvent, quand on n'a pas confiance en soi, on n'a pas d'estime de soi, pour reprendre la formule, on ne prend pas soin de soi. Tout à fait. Donc là, de devoir prendre soin des fleurs, ça fait que petit à petit, on va prendre soin de soi? Exactement. On va prendre conscience de l'intérêt qu'il y a à faire du bien. Et ensuite, on va apprendre qu'il faut se faire du bien. Et quand on se fait du bien, moi, c'est ce que je dis aux personnes ici, vous êtes là pour vous faire du bien. Quand vous vous serez fait tellement de bien que vous irez bien, eh bien à ce moment-là, vous pourrez exporter ça. Et ça vous fait du bien, vous aussi? Et ça rejoint d'ailleurs... Bah oui, bien sûr. Bah moi, je suis certainement un des premiers bénéficiaires de tout ça. Pourquoi? Parce que vous voyez les résultats. Même si c'est pas miraculeux, vous les voyez. Oui, je vois les résultats, je ressens des émotions. Tout à l'heure, quand j'ai vu les quelques images de ces personnes avec qui je travaille et qui sont quelque part, qui sont là, que je connais, ça m'a ému. C'est pas n'importe qui, c'est voilà. Qu'est-ce qui vous émeut du coup? Ce qui m'émeut, c'est d'amener quelqu'un à avoir un regard bienveillant sur lui ou sur elle. Ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Ça vous parle, Stéphane, hein? Oui, bien sûr. On a eu un tête-à-tête, je vais vous présenter rapidement. Stéphane a écrit un livre qui s'appelle Respire, je suis sûr que vous allez l'adorer, puisqu'il a raconté son parcours, où il a vécu une maladie qui s'appelle l'alcoolisme pendant 10 ans, et puis ensuite une autre maladie, et il s'en est sorti grâce au yoga. Et il a découvert, c'est un mot qu'on a entendu dans le reportage d'Anaïs, l'idée d'accepter d'être aidé. Oui, puis c'est surtout ce qui est magique, c'est la bienveillance, justement. Puis c'est un peu l'effet domino, c'est comme on va acheter son pain le matin à la boulangère, à de mauvais poil, on lui fait un grand sourire, ça la met de bonne humeur. Le type qui arrive derrière, elle lui sourit, c'est l'effet domino dont vous parlez. Moi, j'avais une question aussi, parce que ça m'intéresse, parce que je vais sur un autre projet qui est sur le son. Et du coup, il y a une partie qui est sur le son et les plantes. Et je veux savoir si les plantes ont des émotions. Oui, c'est vrai. Alors, moi, je ne peux pas me permettre d'avoir un point de vue scientifique, voilà, parce que vous n'avez rien observé en tout cas de ce genre. Voilà, je n'ai rien observé. Alors, par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une forme de métabolisme dans une fleur, et on s'en rend compte, nous qui faisons des fleurs biologiques, c'est-à-dire nous les cultivons en suivant à la lettre le cahier des charges de l'agriculture biologique, et on se rend compte que nos fleurs, une fois coupées, durent plus longtemps que les fleurs industrielles. Alors on s'est posé la question de comprendre pourquoi, et surtout on s'est rapproché des gens qui nous ont aidés à trouver la réponse. Et la réponse est très simple, c'est que lorsque l'on nourrit une fleur avec des produits de synthèse, son métabolisme ne les reconnaît pas, elle ne fait que les consommer, elle ne les stocke pas. Ce qui explique sa croissance d'ailleurs spectaculaire. Quand on fait des fleurs bio, elles poussent difficilement, lentement, elles se structurent et elles font quelques réserves que les végétaux font naturellement pour les mauvais jours. Pour quand il pleut pas, quand il y a du vent, machin. Et donc, quand on les coupe, on les tue pas. Alors qu'une fleur industrielle, quand on la coupe, on débranche la perfusion, elle est foutue, quoi. Et chez nous, une rose, elle dure 15 jours, une fois dans son vase. Ce qui est magnifique, c'est que pendant que vous parlez, je regarde les visages. Hein, c'est une maladie mentale chez moi. Donc je les vois discuter en Wi-Fi, les deux. C'est-à-dire qu'ils sont en débat, oui, ils sont comme ça. Et alors il y en a qui est d'accord, lui, il vous parle. Alors qu'est-ce qui se passe entre Brigitte et Stéphane, je veux comprendre. Alors des livres, Non, j'ai senti que vous aviez quelque chose, vous aviez envie tout de suite de réagir sur l'intelligence. Et derrière, je pense quelque chose avec le rythme. J'ai travaillé sur une émission où il y avait des scientifiques, et un scientifique m'avait dit... Mais quelle émission formidable. Une émission fantastique, Valérie. Et dans cette émission, on avait parlé des plantes, et le scientifique m'avait dit que les plantes avaient une intelligence, et il en était persuadé. Bien sûr, mais il l'a montré. Et une sensibilité, il l'a montré. Il montre ces plantes qu'on touche, etc. Donc ce sont des êtres vivants. Vivants, sensibles. Et pas bêtes du tout. C'est pas uniquement décoratif, donc ce ne sont pas des objets. Au fond, c'est ça le propos. Bon, il y a tellement de trucs à dire qu'on pourrait faire à peu près quoi. D'abord une vie entière. Donc moi, je vous remercie 1000 fois d'être là. Vous savez qu'on peut manger parce que qui a fait manger? Ah oui.
C'est moi. C'est Anaïs qui fait à manger en plus. On goûte alors. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Une petite figue. Une salade de la rentrée, Rebaptisée donc pour l'occasion. très fraîche et très nourrissante, Ouais. avec des pousses d'épinards, des figues, de la ricotta, du jambon serrano. C'est magnifique. Merci pour ce qu'on mange. Merci François. Merci pour vos réactions. Et Brigitte, donc, on parlait tout à l'heure de ce problème en Camargue. J'en avais pas entendu parler. Vous aviez entendu parler de ça? Du fait qu'en Camargue, 80% de la production était en danger parce qu'il y avait des mauvaises herbes qui envahissent les rizières. Et donc, 80% souvent de la récolte est perdue à cause de ça, de riz. Voilà. Et la seule solution, c'était les engrais chimiques, les pesticides, je dis, devant François, parce qu'évidemment... Exactement. Et là, il y a quelqu'un? Alors, il y a un homme à Saint-Gilles, dans le Gard, qui a trouvé une solution. On regarde? On le regarde. Viens, Sylvain. J'ai semé le riz en ligne pour que les animaux s'y sentent bien, cherchent de la nourriture, et en même temps, ils troublent l'eau. Et à travers cette opacité, la lumière ne pénètre plus, et la germination des mauvaises herbes est bloquée. Viens là, les canards, viens. Moi, je ne détruis pas. Moi, je gère le vivant. Et ce vivant-là est capable de faire le même travail. Simplement, c'est une organisation. Tout est respecté. Il n'y a pas de violence faite, ni aux animaux, ni aux végétaux, ni à la terre, ni au consommateur qui se nourrira de tout ça. Vous saviez, vous connaissiez cette technique? Non. Vous qui êtes dans le bio. Moi, C'est magnifique. Parlez de la bouche pleine ici, alors on s'autorise. Parce que c'est Anaïs qui fait à manger, on mange la bouche pleine. J'ai bien compris. On parle la bouche pleine. Donc non, parce que vous faites des roses bio, mais c'est intéressant parce qu'on croit que c'est une communauté qui connaît tout et qui se connaissent. Et vous saviez pas qu'il y avait quelqu'un Du tout. Non, non, bien sûr. Ça montre bien d'ailleurs le côté universel de la notion de bio. Là, on comprend, si on réfléchit 2 minutes, que planétairement, la nature et les êtres vivants qu'elle héberge ont déjà depuis très longtemps convenu de ce qu'il convenait de faire ensemble pour que le mariage soit durable. J'adore cette phrase. Voilà. Il suffit d'observer. Il suffit de faire appel à l'intelligence du cœur, qui est celle dont on a été muni à la naissance, plus ou moins fort bien sûr, mais dont on a été muni et qu'on passe son temps à oublier. Et voilà, on se retrouve avec des canards en train de faire du bien à du riz, qui fait du bien à des hommes, et ainsi de suite. Donc c'est faire du bien, encore une fois. Alors vous êtes en Bluetooth, en Wi-Fi, je fais exprès d'utiliser ce vocabulaire. Hein. Donc vous êtes d'accord sur tout? On est d'accord sur tout. C'est le yoga, c'est l'intelligence du cœur et de la tête. C'est pareil. Relié, et c'est pareil. C'est le principe. On revient à l'essentiel. C'est ça, c'est le changement de civilisation qui vient, que ici on espère tous, c'est de passer d'une vision juste mécaniste, où on sépare tout, à une vision justement où il y a de l'interdépendance, où tout coopère, et donc ça fonctionne. Ça fait 4 milliards d'années que ça fonctionne comme ça, et nous on arrive avec notre petit cerveau de pigeon en pensant qu'on va révolutionner et dire à la nature ce qu'elle doit faire, alors que si on l'observe et qu'on a cette posture, cette nouvelle posture d'humilité, et qu'on co-crée avec elle, en fait là on a des résultats qui sont durables pour des milliers d'années en fait, donc c'est vraiment ça l'enjeu. Bon, moi j'aime bien le débat, j'aime bien la contradiction, là tout le monde est d'accord, ça, je commence à m'ennuyer. Je plaisante. Et donc, Marc fait du yoga, donc je rappelle qu'avant il était dans une multinationale, ça ressemble à un cliché mais c'est vrai, il travaillait à New York, et donc aujourd'hui il a fait ce tour du monde en quête de sens, on l'a dit. Et avant de parler de ce reportage, toi tu fais du yoga depuis longtemps, et qu'est-ce que tu as remarqué? Parce que moi j'ai essayé plein de fois, je me suis trouvé nul et j'ai arrêté. Alors moi je suis pas super souple non plus, donc je suis pas un yogi qui se touche les oreilles avec les doigts de pied non plus. Mais c'est moi la première fois que j'en ai fait, c'était justement après une grosse soirée à New York où je me réveillais un matin et justement je suis tout fatigué, on me donne une place gratuite, donc j'y vais et je me rappelle le matin être ressorti là avec une telle énergie en fait que je me suis dit waouh, c'est magique en fait. Le yoga ça permet comme d'autres choses de maintenir le corps en bonne santé plutôt que d'aller chez le médecin parce qu'on est malade, donc c'est bien de prendre les problèmes en amont et de préparer le terrain pour être en bonne santé tout le temps. Voilà, il vient de parler de votre livre, hein, Respire, alors qu'il n'a pas encore lu. Médecine Comment le yoga m'a sauvé. Comment le yoga m'a sauvé et peut tous nous aider. Bon, écoutez, on va continuer de vous épater parce que mon camarade a fait ce qu'on appelle un petit lancement tout à l'heure pour vous donner envie de savoir. On parle des gens qui osent changer de vie. Il y a plein de gens qui arrêtent de changer de vie et souvent les gens ont peur. Et là, il va nous parler de quelqu'un qui a donc, si j'ai bien compris, qui était donc directeur des ressources humaines, donc un poste important dans une grande société, donc en haut de la pyramide. Et aujourd'hui, il est très heureux parce qu'il est femme de chambre, mais très particulier. Et donc, il est descendu de la pyramide pour remonter dans les arbres. Ah. Et donc, c'est ça, en fait, pour vous en parler, en fait, c'était de voir des maisons dans les arbres. Donc, il lâche le système dans lequel il est, puisqu'il est arrivé en haut de la pyramide. 17 000 salariés, donc c'est vraiment, voilà, c'est un gros truc. Et en fait, ce qu'il lâche, après, il le raconte, mais c'est que il y a un moment, voilà, on refuse une augmentation à tous ces salariés. Il leur a promis qu'il y aurait une augmentation au Vietnam notamment, et là on leur dit non parce que faut rémunérer les actionnaires.
Et là, il se dit non, je suis trop haut maintenant pour dire ça me concerne pas. Je prends ma responsabilité en fait et ma cohérence n'est pas négociable. Et là, il se dit ok, bah tant pis. Et là, on arrête. Essayez pas de me rappeler non, c'est fini là, c'est trop loin. Donc c'est un privilégié en fait. Qu'est-ce que vous dites? Ça donne envie. Ça donne envie? Voilà, attendez, donc c'est clair que c'est un cas extrême par rapport à ce qu'on a vu là. C'est un privilégié, faut pas. Mais ce qui montre, c'est qu'il y a une tendance de fond partout, qu'on soit en bas, en haut. C'est pourquoi on pédale. Mais c'est intéressant parce que vous dites c'est un cas extrême. C'est-à-dire qu'on peut se dire tiens, j'ai pas de travail, j'ai rien à perdre et donc je vais décider d'être acteur de ma vie, ça c'est important. Et puis même des gens dont on penserait qu'ils ont tout aux yeux des autres, hein, puisqu'ils ont réussi leur carrière, eux peuvent dire non, je n'adhère pas au système, je ne cautionne pas le système, je vais faire mon rêve c'est d'avoir des cabanes dans les arbres et maintenant je comprends mieux, donc femme de chambre, d'accord, des cabanes. Voilà, c'est ça. On regarde. C'était vraiment la multinationale, le profit absolu, sans but humain derrière. C'était ça qui me dérangeait plus que tout. Renaud? Oui, j'arrive. Bon, eh ben enchanté. Enchanté. Where do you go? Where do you go? Little bird, why you flying so low? Ça fait combien de temps que ce projet existe? On l'a ouvert il y a un tout petit peu plus qu'une année, en mai de l'année passée. Et qu'est-ce qui a eu l'idée? Ma femme, ouais. Elle m'a appelé au bureau, elle m'a dit « Je crois que j'ai une idée !» J'ai dit « Non mais qu'est-ce que qu'on vive avec des cabanes dans les arbres, ça va pas ?» Bon, on en parlera ce soir à la maison et puis c'est quand même parti de là. D'accord, c'est comme ça qu'on se retrouve maintenant avec des cabanes et des moutons. Et des moutons. Tu vas repartir avec des écharpes en souvenir de la Suisse. Ici. C'est le petit chariot militaire suisse. Toi, t'as pas toujours empilé des bûches quand même, on m'a dit. Non, il m'est arrivé de faire des choses un petit peu différentes, effectivement. Qu'est-ce que tu faisais alors, toi, avant? Bah, moi, j'ai travaillé pendant 16 ans dans 2 multinationales. Puis j'ai fini par être directeur des ressources humaines à Hong Kong, justement. Et qu'est-ce que tu fais? Tu dois continuer à presser encore plus et tu vas finir par ne pas augmenter le salaire d'un Vietnamien qui gagne $100 par mois et qui fait vivre 20 personnes. Tout ça pour que tu puisses donner ton engagement auprès de tes actionnaires. Et pour moi, il y a un moment où je peux plus justifier ça. Je peux plus dire « Ah, c'est pas moi qui décide ». T'es arrivé trop près du sommet, entre guillemets, pour pouvoir juste t'excuser et dire « Ah, c'est pas moi qui décide ». Non, tu fais partie de la décision et moi, à un moment, je peux plus accepter ça. Je veux pas me lever le matin pour faire ça. Je veux pas raconter ça à mes enfants. Je veux faire autre chose. Après, il faut pas non plus vivre dans le monde des bisounours. Hein. C'est sûr qu'on va pas gagner notre vie comme avant, mais... Toi, t'as choisi le grand écart. Ah ouais, c'est un buzz. Ah, c'est extrême. Mais je le referai 1000 fois. Voilà. Marc, ma femme, Marie. Salut. Bonjour, Marie. La propriétaire, hein, les cabanes de 3 fois en Suisse, voilà. 3 en Suisse, comme dans la Drôme. C'est elle qui a eu l'idée. Voilà. Oh là là, la bonne Et idée. du coup, il y a Julie, Xavier et Mila qui viennent d'arriver. Bon, on va vous montrer du coup votre cabane. Déjà, toi, t'aimes l'aventure. Je fais des acrobaties. On voit déjà je suis que Alors là, c'est la tyrolienne pour vos paniers repas. Donc on met le souper vers 6h30, le petit déjeuner vers 8h. Donc c'est des petits paniers, vous avez qu'à les monter. Quand vous avez fini, vous mettez tout dans le panier et puis vous le renvoyez. Donc on va vous laisser vous installer. Ça marche. La chance. Je me doute qu'avant d'en arriver là, ça a été quand même un vrai taf. Et du coup, ça a été quoi les périodes de doute ou de difficulté que vous avez traversées? Il y a des moments où tu dis « Oh, mais qu'est-ce qu'on a fait ?» C'est clair. Parce que c'était physiquement hyper dur, physiquement. C'est vrai que là, tout d'un coup, on s'est dit, bon, bah maintenant, on a lâché ce qui nous rapportait, ce qui nous faisait gagner notre vie, et puis pour l'instant, on n'a rien d'autre. Et c'est vrai que là, c'était stressant et fatigant. Puis on ne savait pas si ça allait marcher, hein. On n'est quand même pas dans une région touristique. Moi, je me suis dit, on s'est trompé, parce que c'est l'échec. On plaçait les enfants à gauche, à droite. C'était pas du tout, pas du tout ce qu'on avait imaginé. C'était un sacré apprentissage de ce que c'est cette vie-là.
Vous avez fait quoi bien à l'école aujourd'hui? On a fait de la peinture. La peinture? Et puis j'ai commencé à faire mon cartable. Ah ouais? C'est toute belle, la petite mèche, c'est comme ça? C'est juste. Ça se porte comme ça? On va lui mettre. C'est la mode chez les poneys. Coucou. C'est mon premier. Ah. Il en faut un qui tienne. Qui c'est qui tient? Tiens l'école, tiens l'école, tiens l'école. Opa. Non, Andy. Non mais de courir. Waouh! Bravo! On a dû donner beaucoup de choses qu'on avait avant, mais ça, en retour, c'est clair que à la fois nos enfants, de les chercher à l'école, de leur faire ça tous les jours, c'est le bonheur. Et vous êtes content de passer un peu plus de temps avec papa? Oui. On a envie d'applaudir. Hein. D'abord, Marc, j'adore ta vie. Il se balade en ce moment à la rencontre de gens et de lieux hallucinants. Et réaction? Écoutez, moi, ça m'a fait penser à... J'ai l'impression qu'en ce moment, par rapport à ces patrons de multinationales, etc., récemment, il y avait un speech du PDG de Danone, justement, qui se réveille un peu et qui dit, voilà, j'ai mené une vie un peu pour l'argent, pour le pouvoir. Aujourd'hui, il est temps que je remette en question certaines valeurs. Et que je donne du sens. Et que je donne du sens à ma vie. Il parle de son frère, c'était assez émouvant. J'ai rencontré un multimilliardaire américain aux États-Unis, c'est la 80e fortune mondiale, c'est un truc de dingue. Et il utilise la moitié de sa fortune pour faire entrer le yoga à l'école et dans une université en Virginie où il a créé une aile spéciale pour la méditation, il invite des lamas, etc. Donc j'ai l'impression qu'il y a une espèce de ces gens, je ne sais pas ce que vous en pensez, quête de sens. Ouais, ces gens de pouvoir qui tout d'un coup se disent attends là. Ils se rendent compte qu'ils ont une vie très riche, mais qu'en fait elle est extrêmement pauvre. Au niveau des relations humaines, en fait. Et les études montrent que plus on gagne d'argent... tout le temps, c'est ça? Et c'est ça, en fait, les études ont montré que plus on gagne, en fait, plus le bien-être, il augmente, jusqu'à un certain niveau. Et arrivé à un certain niveau, en fait, ça stagne, voire ça décroît, parce qu'on a peur de perdre, en fait, ce qu'on avait. Tout ce qu'on possède, ça finit un peu par nous posséder. Si on sort les chiffres, je crois que c'est 3 millions de personnes qui sont des travailleurs pauvres, 3,5 millions de chômeurs et 4 millions de personnes qui sont au bord du burn-out. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème sur le travail et en fait, le changement de civilisation, c'est justement de se dire pourquoi on travaille et est-ce que si c'est la reconstruction, planter des arbres, faire de la réinsertion, bah là, cool, ça vaut le coup de travailler, mais si c'est pour produire ou être juste un instrument pour faire de l'argent pour un employeur, qu'on soit en haut ou en bas de l'échelle, c'est pareil. Ou un actionnaire. Mais voilà, il faudrait faire des reportages maintenant sur les actionnaires qui trouvent peut-être pas de sens à faire marcher de l'argent et en abrutissant l'humain. Il y a peut-être un actionnaire riche et tout seul qui va aller dans une cabane et qui va retrouver son âme d'enfant, parce que le symbole, il est fort quand même. Hein. C'est ça. Il était dans une tour, donc dans le monde des grands, et là, il va dans une cabane qui est quand même un truc d'enfant, quoi. Et ce qui est beau, c'est ce qu'il nous dit à la fin, c'est qu'il dit, en fait, moi, quand les gens, ils sortent d'un séjour, c'est merci, vous avez réalisé mon rêve, en fait. Et il me dit, donc, mon rêve. Voilà, en fait, j'aide les gens à réaliser leurs rêves. Donc lui, c'est ça qui aujourd'hui le fait se lever, qui fait qu'il se lève le matin et qu'il est prêt à faire tout le travail un peu ingrat. Il a perdu 7 kilos la première année où il a dû se remettre à faire ça, en fait. C'est où? C'est en Suisse? C'est en Suisse, c'est près de Lausanne, c'est à 1 heure de Lausanne, mais il y en a dans le Jura, il y en a un peu partout. Bon. De toute façon, sur le site internet de 1001 Vies, il faut toutes les infos. Et puis, je compte sur vous pour me dire s'il y a des Français qui nous proposent des idées comme ça, des initiatives. Et puis moi, j'aime bien l'idée aussi qu'on célèbre et qu'on honore ici tout simplement des gens qui créent du lien. Voilà, s'il y a quelqu'un dans votre immeuble, quelqu'un dans votre quartier, dans votre village, à qui on a envie de dire merci d'exister parce que cette personne crée du lien, moi j'ai très envie qu'on lui fasse une surprise. Ça vous dit? Ah oui. Bon, donc on l'écrit, le site de 1001 Vies. Moi, je vous remercie les camarades. Merci de nous faire découvrir tout ça. Ça donne la pêche. Vous avez dit que je les adore et vous comprenez pourquoi je les aime? Pourquoi? Spontanéité, bienveillance, générosité. Inspirant, toujours. Toujours. C'est le mot. C'est ça, c'est le mot. C'est le mot, voilà. Et moi, je vous remercie d'être venu, d'avoir accepté l'invitation de Stéphane. Et moi, je remercie Stéphane, sincèrement, d'avoir accepté cette invitation parce que j'avais jamais lu un livre comme celui-là. Respire. Et là, vous avez une légitimité pour parler de ça. Voilà, pour parler du yoga qui vous a sauvé et qui peut tous nous aider. Et vous avez donné suffisamment d'exemples pour qu'on vous croie. C'est pas juste un truc de bobos, de gens privilégiés, de gens en recherche de bien-être. Même Victoria Dean. Voilà, donc merci pour la confiance. Merci sincèrement. Merci. Et puis j'aime bien terminer par cette phrase d'un poète qui a dit « Ne pas partager est une perte de temps ». Alors merci à vous tous de nous en avoir fait gagner. Merci. Si vous aimez les belles rencontres inspirantes, demain vous serez subjugué par le témoignage de Patrick Bourdet.
Enfant maltraité et abandonné, il a grandi dans une cabane au milieu de la forêt. Rien ne prédestinait cet homme à devenir un père épanoui et PDG d'une grande entreprise. Là, vraiment, j'ai une image du contraste en fait entre la cabane et ce grand hôtel new-yorkais. Quand même, j'ai cheminé. Il s'est passé des choses.